En juin 2025, l'Institut national du patrimoine déploie, en association avec la conservation des œuvres d'art religieuses et civiles de la ville de Paris, un chantier-école dans l'église Saint-Laurent. L'objectif est de nettoyer une grande peinture murale de Louis-Stanislas Fèvre-Dufay, peintre né à Nancy en 1818 et aujourd'hui relativement oublié. Je suis Nicolas Bousser, historien de l'art et directeur du magazine Coupe-Filard, et nous nous rendons aujourd'hui sur ce chantier. L'occasion d'en apprendre plus sur Fèvre-Dufay et de lancer quelques pistes de recherche. Bonjour à toutes et à tous. La ville de Paris a l'honneur d'accueillir entre le lundi 10 juin et le vendredi 20 juin un chantier-école en l'église Saint-Laurent qui est le fruit d'un partenariat entre l'Institut national du patrimoine et la ville de Paris et dont les opérations, qui vont être menées par des élèves restaurateurs sous la conduite d'un formateur, vont porter sur le dépoussiérage et le décrassage d'une peinture monumentale dû à un artiste aujourd'hui un petit peu oublié, mais qui connut son heure de gloire à la fin du XIXe siècle, le peintre Fèvre-Dufay. Alors, qui était Fèvre-Dufay ? Fèvre-Dufay est un peintre d'origine nancéenne, qui est né en 1818 et mort en 1897 à Paris, qui a été marqué fortement tout d'abord par sa formation académique à l'École des Beaux-Arts de Lyon et de Paris, ainsi qu'en Italie, où il a séjourné en 1846, où il a pu découvrir la peinture italienne du XVe siècle, en particulier celle de ce que l'on dit des primitifs italiens. Et d'autre part, c'est un artiste dont la carrière, qui a traversé un petit peu tout le XIXe siècle, s'est partagée entre l'art du portrait, pour lequel il a acquis une réputation tout à fait honorable à l'époque, et l'exécution de grands décors, aussi bien religieux que civils. Donc un artiste très complet qui s'est partagé entre des œuvres monumentales et des œuvres de plus petit format, des tableaux, portraits ou scènes de genre qui ont été régulièrement présentés d'ailleurs au Salon de Paris et de Lyon entre 1836 et 1896. Aujourd'hui, le chantier-école qui nous occupe est un chantier-école qui porte sur une commande assez particulière dans la carrière de Fèvre-Dufay puisque c'est la première commande dans le domaine religieux dont il bénéficie seul. Les autres commandes qu'il a honorées, notamment à Notre-Dame de Lorette dans la chapelle de la Vierge, étant des commandes où il a joué tout d'abord le rôle de praticien auprès de Victor Orsel, qui a été son maître d'ailleurs à l'École des Beaux-Arts de Paris, où il a joué aussi le rôle de continuateur après la mort d'Orsel, aux côtés d'Alphonse Perrin, jusque dans les années 1860. Donc en 1873, au moment où cette commande lui est passée par le service des Beaux-Arts de la ville de Paris, Fèvre-Dufay est seul à la réaliser, il doit tout concevoir et dans cette optique, il va commencer par réaliser des esquisses qui sont conservées heureusement au musée du Petit Palais, esquisses qu'il va présenter donc à la commission des Beaux-Arts qui vont être retenues sans commentaire particulier d'ailleurs. Et suite à ces esquisses qui sont approuvées en 1873, il va réaliser, comme le faisaient ses maîtres Orsel ou encore Flandrin, des cartons grandeur nature qui vont être présentés également au salon de 1876, les livrets le confirment, et suite à la réalisation de ces cartons, il va passer à l'exécution de ces deux compositions dans la chapelle Saint-Joseph à l'aide d'un calque, comme le faisaient là aussi ses maîtres traditionnels. Ces compositions sont des compositions qui sont tout à fait monumentales, ce sont donc des peintures à l'huile sur enduit, qui mesurent un peu plus de 5 mètres de haut sur 3 mètres de large, qui sont encadrées par une bordure décorative de style néo-gothique, destinée à s'harmoniser avec le cadre justement de la chapelle, et où le dessin prime naturellement sur la couleur. Ces œuvres, logiquement, puisque la chapelle est placée sous le patronage de Joseph, représentent deux épisodes de la vie de Joseph. Donc le premier, Joseph intercédant auprès de Jésus-Christ, qui est représenté assis sur un trône bénissant le monde,
Et la seconde composition représente la fuite en Égypte. C'est une composition qui prend place dans un vaste paysage assez dénudé, qui ressemble justement un petit peu à la peinture du Quattrocento et qui est fermée par un grand ciel bleu où évolue un ange, donc l'ange qui est apparu à Joseph pour lui demander de quitter Bethléem au moment où Hérode persécutait les enfants de moins de 2 ans. C'est cette composition qui va faire l'objet justement d'un dépoussiérage et d'un décrassage durant cette dizaine de jours. Ces 2 opérations qui font suite déjà à un premier constat qui avait été dressé par les élèves l'année dernière vont nous permettre de retrouver déjà une lisibilité au niveau de la composition qui est très encrassée, recouverte de fumée noire qui proviennent de la fumée des bougies, des appareils calorifères qu'on utilisait beaucoup au XIXe siècle. Ces 2 opérations vont aussi nous permettre de retrouver les couleurs justement utilisées par Fèvre du Fay, que l'on connaît grâce aux esquisses, qui sont des couleurs très douces, assez mates, et dont l'objectif est d'imiter l'art de la fresque, qui était évidemment l'art dont tous les grands artistes décorateurs cherchaient à se rapprocher à partir de la fin du XIXe siècle. L'INP et la ville de Paris, la Coarc, ont depuis plusieurs années signé un partenariat pour entreprendre des restaurations. Ce partenariat est fondé sur un partage en quelque sorte des responsabilités. La ville de Paris accueille donc les élèves dans un édifice qu'elle choisit. Elle fait installer, lorsqu'il s'agit de restauration de grands décors, les échafaudages. Elle fournit aux élèves également de l'INP toute la documentation concernant les œuvres et elle suit ensuite le processus depuis son début jusqu'à la fin. De son côté, donc l'Institut national du patrimoine propose donc à un certain nombre d'élèves de participer à ce chantier sous la conduite d'un formateur. Et l'Institut national du patrimoine fournit tous les équipements nécessaires évidemment aux interventions de dépoussiérage et de décrassage, ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle notamment pour les restaurateurs, ainsi que toute la matière nécessaire pour ces opérations. Il y a eu d'autres chantiers écoles puisque ce partenariat remonte déjà à quelques années. Les principaux chantiers écoles se sont déroulés dans l'église Saint-Bernard de la Chapelle dans le 18e arrondissement. Ils ont porté là aussi sur des peintures monumentales dues à des artistes académiques ainsi que sur des sculptures, notamment les grandes sculptures de Geoffroy de Chaume qui ornent le transept. Sur Paris, il y a plusieurs œuvres de Louis-Stanislas Fèvre du Fay qui sont visibles. Les principales, elles le sont dans la chapelle de la Vierge de l'église Notre-Dame de Lorette, où Fèvre du Fay, après la mort notamment d'Orcel en 1850, a poursuivi le décor de la coupole et des écoinçons. Outre le Petit Palais qui conserve donc les esquisses de Fèvre du Fay, c'est le Musée des Beaux-Arts de Lyon qui conserve le plus d'œuvres de Fèvre du Fay, des portraits, des scènes de genre notamment, dont certaines sont exposées. Donc, je m'appelle Aline Berelovitch, je suis restauratrice de peinture de chevalet, peinture murale. J'ai été formée à l'INP, l'Institut national du patrimoine. Je suis sortie en 2001 et j'exerce depuis dans mon atelier ou sur des chantiers en profession indépendante. J'ai été contactée par l'INP pour remplir le rôle d'encadrante sur ce chantier école. Donc un chantier école, c'est un chantier au cours duquel les étudiants et étudiantes vont pouvoir prendre conscience de ce que c'est que de la réalité d'un exercice professionnel. Donc aussi bien pour le constat d'état, l'observation de la peinture, des matériaux, des altérations, et puis après de l'organisation du chantier et de la mise en place des différentes interventions nécessaires en fonction des altérations de la peinture. Ce chantier qui est une peinture murale sur
enduit avait besoin donc d'un décrassage, de refixage, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où la peinture se décollait en raison d'infiltrations d'eau qui ont causé des efflorescences. Donc des efflorescences, c'est celles qui sortent à la surface, qui font éclater la peinture et qui tombent. Donc là, il y avait besoin que ce soit refixé. Elle était très encrassée, comme le sont toutes les peintures de chevalet ou murales dans les églises parisiennes, en raison de la suie, de la pollution, donc avec une crasse très noire et très épaisse. Et puis elle est aussi vernie, avec un vernis oxydé qui a jauni. Il y a aussi des repeints et des lacunes. Donc là, ce chantier, il dure 2 semaines. Donc en 2 semaines, on n'a pas le temps de faire toutes les étapes de la restauration. Peut-être ça fera l'objet plus tard d'un autre chantier école, je ne sais pas. Mais là, en 15 jours, on fait, dans le temps imparti, ce qu'il est possible de faire avec les étudiants en essayant de leur montrer un maximum d'interventions pour qu'ils aient le temps de voir des choses. Donc c'est très formateur pour eux parce qu'ils voient l'organisation qui est nécessaire. Il faut penser en amont au matériel en fonction des différentes interventions. Il faut aussi, ça leur montre comment est-ce qu'on entretient un dialogue avec les différents responsables, donc la conservation, la coarque, mais aussi le curé qui a des exigences de silence parce que c'est un lieu où il y a beaucoup de fidèles qui viennent se recueillir, qui viennent prier, donc il y a une nécessité de silence. Voilà, ils prennent aussi contact avec ce qui est la réalité d'un chantier, les réalités concrètes d'un chantier. Donc le matériel et puis après les différentes interventions. Donc là on a fait du refixage, on a mis au point un protocole de refixage. Ils se familiarisent avec ça, ils avancent cette intervention-là. Et puis le décrassage, donc là on prend le pH de la surface et on met au point une solution de décrassage, une solution aqueuse avec un pH ajusté. Et là c'est ce que elles et ils sont en train de faire. Ils sont en train de continuer le décrassage de l'œuvre qui va déjà être assez spectaculaire parce que c'est vrai que ces peintures qui ont une surface très noire, souvent on ne voit plus le motif, on ne voit plus les figures. Déjà le décrassage donne des bons résultats, donc ce sera agréable aussi pour les gens qui viennent à l'église et puis pour les curés présents de voir que le chantier école a porté ses fruits. Ils apprennent aussi ce qui est la réalité du travail sur un échafaudage, donc ce à quoi il faut faire attention, ne pas se cogner, bien fermer les trappes, tout ça c'est des choses qu'on apprend pour travailler en sécurité, fermer la porte de l'échafaudage pour pas qu'il y ait des gens qui rentrent. Là c'est un chantier qui est quand même, comme dans la plupart des églises parisiennes, il y a quand même des taux de plomb en raison de la pollution, donc quand on a des poussiérés, puisque c'est là qu'il y a la poussière libre, ça nécessite l'emploi de masques, de combinaisons, de gants évidemment. Donc ça c'est tout un protocole de sécurité avec lesquels on les familiarise, qu'on leur apprend à faire pour qu'après dans leur pratique ce soit des choses qui deviennent un peu automatiques. Alors donc là, il y a 2 promotions d'élèves, 3 élèves de 2e année, 3 élèves de 3e année, plus une jeune femme slovaque qui est en train de faire un semestre Erasmus. Donc là, il y a 3 étages d'échafaudage, ce qui fait qu'on peut dispatcher les élèves pour pas qu'elles soient toutes trop resserrées, donc à 2 ou 3 par niveau. Et puis l'encadrante, donc moi, et puis la semaine prochaine, ce sera ma collègue Emmanuelle Paris, vont d'un étage à l'autre pour suivre et pour être à la disposition des élèves, pour les conseiller, répondre à leurs questions. Pour l'instant, moi, je leur ai montré les gestes et puis ensuite je les laisse faire parce que je pense que c'est plus formateur pour elles. Là avec ma collègue Emmanuelle, on va faire quelques tests pour l'enlèvement des repeints pour voir si peut-être pour un prochain
chantier école, ça j'en sais rien, c'est pas moi qui organise ça, mais s'il y a la possibilité de faire un prochain chantier école, peut-être que ce sera l'étape suivante, le retrait du vernis, le retrait des repeints. Mais là, c'est vraiment les élèves qui interviennent et moi qui suis là pour les guider, les conseiller ou les réorienter si jamais il y a quelque chose qu'elles n'ont pas bien compris. Voilà. Là, pour l'instant, elles ne sont pas spécialisées encore. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir elles ou ils peuvent avoir des goûts pour, je sais pas, la restauration du support toile ou la restauration du support bois, ou il y en a d'autres qui vont être tentés plus par la peinture murale, d'autres plus par la couche picturale des tableaux, mais pour l'instant, elles ne sont pas spécialisées. Après, quand elles vont choisir leur sujet de mémoire, ce sera déjà plus une spécialisation. Mais là, de toute façon, pendant leurs études, elles sont amenées à découvrir tous ces domaines et tous ces matériaux en fait de la peinture, et ensuite même au cours de leur vie professionnelle, elles seront amenées, comme c'est mon cas, comme c'est le cas d'Emmanuel Paris, à travailler sur de la peinture murale ou sur de la peinture de chevalet. Donc là, elles découvrent les spécificités des matériaux de l'œuvre sur enduit, donc l'enduit minéral et les altérations d'une peinture sur mur qui ne sont pas les mêmes altérations qu'une peinture sur toile. Par contre, après, pour ce qui est de la couche picturale, là, on retrouve des similitudes, puisqu'il ne s'agit pas d'une fresque, il ne s'agit pas d'un liant minéral. Donc on retrouve aussi un vernis et des repeints qui sont aussi les mêmes que ceux qu'on peut trouver sur une peinture de chevalet. Bonjour, je m'appelle Diane, je suis élève restauratrice à l'Institut national du patrimoine en 2e année et je suis actuellement en spécialité peinture. Bienvenue sur ce chantier de restauration de la peinture murale intitulée La fuite en Égypte, peinte par Fèvre Dufay en 1876 dans la chapelle Saint-Joseph de l'église Saint-Laurent située à Paris dans le 10e arrondissement. Bonjour, je m'appelle Lou NC, je suis aussi élève restauratrice à l'Institut national du patrimoine avec Diane. Je suis en 3e année, également en spécialité peinture. Et on vous présente ce chantier qui a lieu en fin d'année. C'est la conjonction en fait, du travail de 2 promotions, donc les 2e année et les 3e année, pour faire un travail sur 2 semaines à cette église. Ça vient conclure la série d'apprentissages qu'on a au cours de l'année par une mise en œuvre pratique avec les contraintes du monument historique et le format des peintures murales en église. C'est un chantier qui s'inscrit dans la continuité d'une étude qui avait été menée l'année dernière sur une semaine avec l'encadrement d'une professionnelle qui avait une double casquette en fait, à la fois conservatrice, restauratrice de peinture et également ingénieure en spécialité génie civil. Et en fait, l'étude de l'année dernière portait sur une mise en relation en fait, entre l'état de conservation du bâti avec les altérations qu'on peut retrouver sur les peintures murales. Donc au terme de cette étude, nous avons sillonné l'édifice et on a essayé de voir quel cadre d'altération on pouvait retrouver sur la peinture, des fissures, des craquelures, et essayer de comprendre en fait l'origine des pathologies qu'on retrouvait sur la peinture. Donc, par exemple, on a vu des écartements de joints, des fissures qui pouvaient se caractériser par, qui pouvaient traduire un affaissement de certains murs, notamment le long du mur sud de l'édifice, qui manque en fait de soutien architectonique puisque les contreforts sont assez maigres en fait et répondent pas forcément à la poussée des arcs. Et donc, on observait comme ça un affaissement et ça explique un début de fissure en fait sur la partie gauche de la peinture murale. Et puis par ailleurs, on a observé des fissures qui étaient de plus en plus conséquentes à mesure qu'on se déplaçait vers la façade de l'édifice. Et ça pourrait correspondre à des contraintes qui ont été générées au moment de la démolition puis de la reconstruction de la façade lors du percement du boulevard Magenta par le baron Haussmann pendant les travaux de modernisation du Paris moderne tel qu'on le connaît. Également, faut savoir qu'en peinture murale,
Le support, il est indissociable. La peinture, en fait, l'état de conservation de la peinture est indissociable du support qui fait partie d'un plus grand ensemble qui est l'édifice. Donc on est obligé en fait de prendre en compte dans notre constat d'état de manière beaucoup plus forte que sur des panneaux sur des peintures de chevalet, excusez-moi. On est obligé de prendre en compte le contexte de conservation et l'édifice. Et typiquement sur cette peinture, en plus des écartements de joints qui sont dus à des déséquilibres de force en architecture, on observe aussi des traces d'infiltration d'eau qui ont causé énormément de dommages à la peinture puisque ça a créé des efflorescences de sel qui sont partiellement solubles et ça c'est quelque chose qui va être aussi cumulatif et qui va pouvoir faire sauter en fait la peinture par en fait, ces poussées-là en dessous de la surface de la couche picturale. C'est des choses qui sont très difficiles à traiter et qui souvent nous contraignent en fait, à devoir accepter la perte d'une partie de la peinture. Dans certains cas, on parvient à les traiter avec des compresses d'eau, etc. Mais il y a beaucoup de cas où c'est pas sauvable. Dans notre cas, sur cette peinture, on a quand même de la chance dans notre malheur parce que ces altérations elles se focalisent sur des zones qui sont soit faciles à reproduire comme des frises, soit des fonds, donc quelque chose d'homogène qui ne sera pas compliqué à refaire, même si c'est toujours un mal en fait, de perdre de la matière d'origine, mais c'est quelque chose qui de toute façon ne pourrait pas se faire autrement dans le cadre d'une restauration. C'est quelque chose qui va être perdu dans tous les cas. Comme c'est un chantier qui a une visée pédagogique, on essaye de faire des petites équipes et de souvent tourner. Il y a différentes choses qu'on peut faire sur un chantier. Et là, actuellement, par exemple, on est à 2 étapes différentes. On a à la fois du décrassage et du refixage parce que c'est des zones qui sont très différentes en fonction de la peinture parce que les zones près de la fenêtre et du mur sont plus atteintes par les efflorescences et du coup nécessitent plus de refixage. Du coup, on essaye de faire des équipes qui tournent fréquemment dans un but pédagogique premièrement pour avoir le plus on va dire de postes différents et de techniques et de zones de la peinture également pour en apprendre le plus possible, mais aussi parce qu'il y a certains postes qui sont beaucoup plus fatigants, qui demandent plus de concentration. Et dans ces cas-là, c'est aussi important de savoir s'arrêter, prendre des pauses et aller sur quelque chose d'autre. Sinon, on perd en efficacité et aussi on risque de faire des bêtises. Et c'est la concentration, le maintien de la concentration en restauration, c'est quelque chose qui est essentiel. Et pour ça, on n'a pas d'autre choix que soit de faire des pauses, soit d'enchaîner, en fait, de faire tourner sur les postes, etc. Après, on se mélange aussi en fonction des années. Et ça permet d'avoir une transmission aussi un peu plus horizontale en fait, parce que moi par exemple avec ma classe on avait déjà fait un chantier qui était très similaire à Saint-Bernard-de-la-Chapelle l'an dernier dans le quartier de la Goutte d'Or. On avait déjà vu certaines problématiques et on avait déjà étudié le contexte monumental à Saint-Bernard ou alors sur d'autres chantiers. Et ce retour d'expérience, ça permet aussi de solidifier on va dire les équipes et puis d'avoir aussi un échange qui est différent de l'échange avec les professeurs. Pareillement, on a aussi plus de cours au cours de l'année et du coup, c'est aussi des choses qui nous permettent de lire autrement la peinture. On a, je pense, une approche un petit peu plus poussée et en même temps, c'est toujours très constructif d'avoir ce rôle-là de transmission. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Oui, on se retrouve fréquemment à solliciter les élèves de 3e année pour leur demander si les gestes qu'on effectue sont les bons, combien de coton on utilise pour décrasser, quels mouvements on réalise. C'est toujours intéressant et puis il y a cette transmission qui se fait très bien. Et bon, après, on reste relativement équivalent dans nos niveaux, mais on sent que les 3e années ont un peu plus d'expérience. En tout cas, ils sont un peu plus rodés, un peu plus confiants aussi parfois. Et il y a ce passage de flambeau. Après, on n'a vraiment pas réponse à tout. Et il y a beaucoup de fois où c'est important de savoir qu'on ne sait pas. Et bon, les encadrants de chantier, ils sont là pour ça. Et on a aussi la chance d'être accompagnés par 2 personnes qui ne sont pas des professeurs à temps plein de l'INP. Donc ça permet aussi de nous faire rencontrer des professionnels différents et qui sont, elles, vraiment habitués au contexte de peinture murale et aussi un contexte qui est parisien, qui est un peu particulier parce que très souvent, il y a des conditions aussi de pollution atmosphérique. Nous, par exemple, on a un contexte plomb sur ce chantier. Enfin,
En tout cas, on sait qu'il y a du plomb dans la poussière. On n'a pas un protocole plomb qui est ferme, mais c'est vrai que c'est très fréquent sur les chantiers parisiens d'avoir ce genre de contraintes. Donc c'est quand même chouette d'être entouré par ces personnes-là. Oui, je pense que ce chantier, c'est un cas d'étude, c'est un cas typique de restauration d'une peinture d'une église parisienne qui a été réalisée dans la seconde moitié du 19e siècle avec ces cadres d'altération, les efflorescences salines qui cristallisent à la surface de la peinture et qui font sauter les écailles. Je pense que c'est assez caractéristique. Et puis aussi ces dépôts de crasse très noirs qui se déposent le long de la couche picturale et qui nécessitent un décrassage très vigoureux, très attentif. Rigoureux, ouais. Et donc ça, c'est intéressant aussi parce que je pense que c'est quelque chose qu'on sera amené à retrouver assez fréquemment, en tout cas en travaillant en région parisienne. Ce chantier s'inscrit dans notre formation de conservateur-restaurateur à l'Institut national du patrimoine. Donc on parle bien du département des restaurateurs qui est dissocié de celui des conservateurs. On n'étudie pas sur les mêmes sites. Nous, notre école est basée sur le site de la fabrique d'allumettes d'Aubervilliers, qui sont des espaces assez vastes où ont été aménagés des ateliers sur mesure pour les différents ateliers et les différentes spécialités qui sont proposées pour les formations permanentes à l'INP. Donc nous, on est en spécialité peinture, mais il y a également sculpture, photographie, art graphique livre, céramique et art du verre, art du feu métal et textile. Textile, ouais. Ouais. Ah, j'en ai oublié. Mobilier. Voilà, ça fait 9, je crois. 9 spécialités. Ouais. Et il y en a une toute nouvelle qui va ouvrir prochainement, la spécialité vitrail, qui va être entre un site à Troyes et le site de la fabrique d'allumettes à Aubervilliers. Tout à fait. Troyes, capitale du vitrail. Et donc voilà, c'est un chantier qui vient s'inscrire dans cette formation permanente. Et je trouve que c'est une aubaine de pouvoir s'exercer dès le début de sa formation en fait sur des peintures murales dans une situation qui est très professionnalisante puisque on rencontre les contraintes du chantier, on travaille sur des échafaudages, c'est quelque chose qui peut être assez usant pour le corps et puis aussi on est amené à fréquenter tous les acteurs du patrimoine, la maîtrise d'ouvrage, les conservateurs de la coarque à l'instar de Monsieur Alavena sur ce chantier et également les contraintes liées au lieu, au contexte monument historique. Donc en l'occurrence ici on est dans une église qui est très fréquentée par les fidèles, qui se rendent quotidiennement au culte. Et donc, on a aussi cette nécessité de les respecter et de se faire le plus discret possible pendant nos travaux de restauration. Pour reprendre un petit peu sur la formation, c'est une formation du coup qui n'est pas liée au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est le ministère de la Culture qui dirige cette école. Elle décerne un master en conservation-restauration, donc c'est un diplôme qui est reconnu et ça fait partie des diplômes, c'est ce niveau de diplôme qui permet de travailler avec les musées et qui est demandé aussi pour travailler sur tout ce qui est monument historique. Donc c'est un niveau de qualification qui est important, qui est finalement le plus élevé pour la conservation-restauration. Donc c'est 5 ans d'études. Pour le contexte du chantier, typiquement en première année, vous avez fait le constat de la peinture, donc il y a cette phase d'observation en début de formation. Et ensuite, à partir de la deuxième année, on commence à intervenir. On a déjà une année de pratique d'atelier quand on arrive sur le chantier en deuxième année. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en troisième année, on a aussi eu 3 mois de stage à l'étranger, de stage en France, qui font qu'on a aussi cette expérience-là qui est, je pense, plus concrète, plus proche du réel et des contraintes et des attentes, parce que la plupart des restaurateurs sont des indépendants. Il faut savoir que même si c'est une école qui est dirigée par le ministère de la Culture, il y a assez peu de postes de fonctionnaires en débouché et c'est très fréquent en fait qu'on soit en statut d'indépendant, d'auto-entreprise, etc. Donc la rentabilité, c'est une notion qui est importante à prendre en compte au cours de notre formation et ce stage de 3 mois en France chez des professionnels nous permet d'acquérir ça en plus de voir d'autres techniques et d'autres manière de considérer la restauration. On a aussi, au cours de notre formation, une autre période de stage, qui est la période de 6 mois à l'étranger, qui là va vraiment permettre de développer une connexion avec une manière de restaurer d'un autre pays, peut-être une typologie d'objets qui nous intéresse plus ou une collection qui est plus riche. Et ça permet aussi de développer le réseau international de l'INP. C'est une expérience assez unique qui est commune, et, il me semble, au parcours des ingénieurs.
Je pense que c'est une volonté en fait de maintenir le contact entre les traditions de restauration et aussi les différents lieux, les différentes institutions en fonction des pays. Et c'est une vraie chance de pouvoir faire ça. Ça permet d'ouvrir énormément d'horizons et ça prépare bien du coup à la 5e année qui est l'année du mémoire, où une institution, on se voit confier une œuvre d'une institution, d'un musée, d'une région. Et on est en charge de sa restauration, évidemment accompagné, mais c'est l'étape finale avant le diplôme et puis l'installation en tant que professionnel indépendant. Moi, je pense que c'est un concours qui peut être impressionnant, surtout quand on ne vient pas forcément du milieu de l'histoire de l'art. À la base, j'avais fait de la biologie, j'avais à peu près tout à apprendre. On a des grosses épreuves de copie, d'histoire de l'art, de sciences. Ça peut être impressionnant, mais il faut pas perdre espoir. Il y a beaucoup de gens qui passent plusieurs fois le concours et il faut pas être intimidé en fait par ces épreuves-là. Tout peut s'apprendre et on est aussi extrêmement bien formé par la suite à l'INP. On vient tous d'horizons différents. Il y a vraiment des profils extrêmement variés dans les gens qui arrivent à l'INP. Nous, dans notre promotion, on a des gens qui ont été à la fois du milieu de l'artisanat, il y en a d'autres qui viennent, qui ont fait de la médecine auparavant. Donc c'est très divers et si vous voulez faire ce métier, il ne faut pas avoir peur de ce concours-là. C'est des choses qui s'apprennent et ça a la portée de toutes les personnes qui travaillent vraiment ces matières-là. Je pense qu'il faut avant tout être curieux et si on a une curiosité pour l'histoire, pour la matière, pour les sciences et puis pour le geste, pour le côté pratique et qu'on est prêt à apprendre et qu'on ne se ferme pas de porte, il y a vraiment tout à gagner à faire le concours du département des restaurateurs et à venir se former dans ce joli cursus qu'est le métier de conservateur-restaurateur. Je pense que voilà, c'est avant tout la curiosité et puis aussi avoir un petit peu de patience, mais ça je pense que ça se cultive aussi au long du cursus académique. Retrouvez tous nos reportages, articles et podcasts sur coupefilard.com.